Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie. Alors, je vais procéder à l'appel. Mathilde Berthédoul, Laurence Rouen, Gaël Blanc, Christian Bordenave, Liliane Grandely, Marc Péturgi, Nelly Rodriguez, Islane Robin, Alain Gicoulou, Francis Delteil, Jonathan Priolo, présent. Marie-Claude Andrieux-Courbin m'a donné pouvoir, de même que Liliane Grandely donne pouvoir à Christian Bordenave si elle part avant la fin de la réunion. Alain Serrea, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier, Delphine Rago a donné procuration à Di Benfedoul, Gilbert Blanc à Farida Moubi, Denise Miguel à Marie-Lise Potron, Alain Blasi à Francis Delteil, Anne Sauquet. Bernard Michel Bosviel a donné procuration à Martine Rosé, Farida Moubi, François de Madaillan, Martine Rosé. Alain Banquet a donné délégation à Gaël Blanc quand elle sera arrivée, Dominique Rousseau, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Sylvie Chancogne, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera est excusé, Robert Richard, présent, Paul-Henri Gallon, présent. Bien. Bon, mesdames, messieurs, nous n'aurons pas de compte-rendu de la séance précédente qu'on présentera le 25 juin lors du prochain conseil municipal. L'ordre du jour est celui que nous avions transmis avec la convocation, c'est-à-dire l'autorisation, l'adoption d'un protocole de coopération entre la ville de Bergerac et la communauté urbaine de Kénitra, la commune urbaine de Kénitra. J'explique en quelques mots, nous l'avons déjà expliqué, nous avions déjà parlé de ce projet en conseil municipal il y a déjà quelques mois. Notre ambition, c'est d'engager une relation régulière de coopération avec la ville de Kénitra que nous présentera tout à l'heure Monsieur Hamid Etal-Daoui. Voilà, Hamid Etal-Daoui, voilà, c'est ça. Donc, M. Etal-Daoui nous présentera de manière plus précise la commune de Kénitra. Ce que je voudrais dire, et c'est pour ça, et expliquer pourquoi c'est à nos yeux un enjeu très important. D'abord parce que nous avons ici, à Bergerac et dans le Bergeracois, beaucoup de personnes qui, par leur origine ou par des liens, sont attachés aux relations avec le Maroc et sont liés depuis longtemps avec le Maroc. Et de même que nous l'avons fait en ce qui concerne le jumelage avec Faenza en Italie, parce qu'il y a aussi dans notre région beaucoup de personnes qui sont d'origine italienne ou qui ont des liens forts avec l'Italie, il nous paraît important que nous ayons une relation forte avec le Maroc et en particulier avec une ville, Kénitra, qui est un peu au centre d'une région qui est le Harb, ou ce qu'on appelle aussi le bassin du Sébou, du Sbou, qui est une région d'où sont originaires beaucoup
de personnes ou dans lesquelles ont vécu un certain nombre de personnes qui vivent aujourd'hui à Bergerac. Donc c'est un lien qui nous paraît important de reconnaître et d'entretenir pour l'avenir. Deuxième raison qui me paraît importante aussi dans cette démarche, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de parentés entre la région de Kénitra et la région de Bergerac. D'abord parce que Kénitra est au cœur d'un bassin agricole riche, dans lequel les productions sont multiples. On y produit à peu près les mêmes choses que dans le Bergeracois. Il y a à la fois de l'élevage, des fruits et légumes, des céréales, de la vigne. Il y a aussi du riz. Alors ça, le riz, là, on est un petit peu défaillant, mais il y a beaucoup de points communs dans les productions. Et vous savez qu'aujourd'hui, ici à Bergerac, nous sommes engagés dans une démarche qui, je crois, est assez largement partagée, qui est de développer ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire le lien avec les activités agricoles, agroalimentaires qui environnent notre région. Et je sais que pour vous, cette question de la relation avec votre environnement agricole est un élément très important, compte tenu en particulier du développement très rapide de votre cité. Et puis il y a d'autres domaines aussi. Kénitra était à l'origine port Lyautey, donc c'était un port qui a été créé par Lyautey. Et nous avons ici aussi une tradition avec la rivière, le port. Donc il y a une culture à la fois fluviale et maritime que nous pouvons partager avec vous. Et puis il y a une tradition industrielle. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de développements industriels dans votre région. Donc on évoquera un certain nombre de sujets sur lesquels on peut travailler, les échanges de jeunes, les possibilités d'échange aussi d'expériences sur des sujets qui vous intéressent beaucoup, notamment en ce qui concerne les personnes handicapées, les personnes atteintes de vieillissement et de dépendance, sur lesquelles nous avons aussi des expériences qui, pour vous, on peut échanger beaucoup sur ces questions, sur le développement touristique, qui est aussi un enjeu auquel vous êtes attachés. L'idée d'avoir peut-être un jour une ligne, puisqu'on a beaucoup de lignes ici à Bergerac, d'avoir une ligne Bergerac-Rabat, je pense que c'est une idée qui intéresserait beaucoup de monde des deux côtés, du côté de Bergerac et du côté de Kénitra et Rabat. Et puis la troisième raison, je dirais, la troisième raison qui nous incite à développer cette relation et cet échange, je dirais, c'est la volonté de développer les échanges entre les deux rives de la Méditerranée, parce que nous avons une longue tradition d'histoire que nous devons maintenir et que nous partageons, parce que il y a, je dirais, c'est notre univers, c'est l'univers que nous partageons, cet univers de l'euro-méditerranée, c'est quand même un peu notre cadre de vie commun et notre cadre d'échange commun, et qu'il est important que nous puissions entretenir des relations très régulières. L'idée aussi d'un développement partagé entre les deux rives de la Méditerranée. On sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, notamment à l'échelle européenne, dans cette direction, le programme Euro-Méditerranée. Mais je dirais qu'au-delà, entre la France et le Maroc, il y a aussi une tradition d'échange, une tradition, une longue histoire partagée. Et je crois que pour toutes ces raisons, il est très important que nous poursuivions et que nous développions cet échange. Jean-Charles. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, le Maroc est un partenaire de longue date. La coopération économique et financière avec le Maroc s'inscrit dans la durée, avec une histoire marquée par l'intensité des échanges techniques et économiques. La France, premier partenaire économique du Maroc. De très nombreuses grandes entreprises françaises y conduisent des activités industrielles. Airbus, Danone, Engie, Valeo,
EDF, Vinci, Bouygues, Orange, sans compter la présence de centaines de PME. La plupart des grands groupes français sont présents au Maroc, 36 entreprises du CAC 40. Le Maroc et la France ont signé le 28 mai 2015, en marge de la 12e réunion de haut niveau à Paris, une série d'accords portant sur divers volets de la coopération bilatérale. Au programme figurait la signature d'une vingtaine de conventions, le rétablissement des discussions concernant les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Avec la rencontre exceptionnelle de haut niveau du club des chefs d'entreprise France-Maroc, piloté par le MEDEF et son homologue marocain, la CGEM, qui a comme objectif la recherche de nouveaux relais de croissance. Une convention portant sur une ligne de crédit de 25 millions d'euros dédiée aux PME marocaines pour l'acquisition de biens et services français. Un partenariat sur les réseaux électriques entre l'entreprise française Réseau de transport d'électricité et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc. Un protocole d'accord entre le groupe Vinci et la Société d'autoroute du Maroc a été conclu entre les deux pays. Un contrat de 10,2 millions d'euros entre la société AMG Féchose et l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Grec a été passé pour le lot équipement scénique, éclairage, sonorisation, vidéo et communication du Grand Théâtre de Rabat. La signature de l'accord sur l'extension du tramway de Casablanca par Alstom, avec une enveloppe de 65 millions d'euros. La conférence sur le climat. La France préside cette année la COP21 et le Maroc en prendra la présidence l'année prochaine. Il a été décidé de mettre en place une coordination très forte entre la France et le Maroc sur ces deux présidences. La coopération spatiale, nouveau segment de la coopération bilatérale. Le Centre national d'études spatiales, d'une part, et le Centre royal de télédétection spatiale et le Centre royal d'études et de recherche spatiale, d'autre part, ont conclu quant à eux un accord cadre portant sur le domaine de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Alors pourquoi un accord de partenariat? Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les préfectures de région, conduit une politique de partenariat avec les collectivités territoriales fondée sur des appels à projets triennaux. Ce dispositif transparent et respectueux de l'autonomie des collectivités territoriales a été bien reçu par celle-ci et la Commission nationale de coopération décentralisée. Près de 200 dossiers ont été déposés en ligne par 170 collectivités, 17 conseils régionaux, 22 conseils généraux, 95 communes, 10 groupements intercommunaux pour le triennal 2010-2012, pour un cofinancement total demandé de 22,5 millions d'euros sur 3 ans. Il est proposé de lancer un appel sur la représentation géographique et thématique en lien le soutien à l'appui institutionnel, la gouvernance démocratique, le développement durable et économique aux stratégies de décentralisation des États partenaires. Le Maroc est pour sa part concerné par la mise en place d'un appel à projet conjoint bilatéral de soutien à la coopération décentralisée. La France et le Maroc ont lancé un fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée à l'attention des collectivités territoriales françaises et marocaines. La coopération décentralisée offre la possibilité pour une collectivité locale de lier des partenariats avec des collectivités étrangères et de financer des projets dès lors qu'il y a signature d'une convention et respect des engagements internationaux de la France. Cette atmosphère orageuse, les collectivités françaises coopèrent aujourd'hui dans 15 pays. Ce dispositif concerne toutes les régions, la grande majorité des départements, des intercommunalités et des communes, grandes et moyennes. On compte à ce jour près de 6 000 liens
entre collectivités françaises et collectivités étrangères. Les sources de financement pour la coopération décentralisée. Certaines lois ont été votées permettant la mobilisation de fonds. La loi Thiollière de 2007, elle conforte et élargit la loi de 1992, fait de l'action internationale une compétence à part entière des collectivités territoriales et permet une grande liberté d'initiative. La loi Oudin-Santini de 2005, elle permet aux collectivités territoriales de mobiliser des fonds pour les projets d'eau et assainissement. Le ministère des Affaires étrangères et européennes, appel à projet. La MAE procède par appel à projet concernant les pays relevant de l'aide publique au développement selon les critères de l'OCDE et concernant les pays européens et les pays candidats à l'adhésion. Fonds dédiés à la DAE, délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent présenter des projets dans le cadre de certains fonds dédiés, gérés par la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. L'Union européenne. Il existe 3 grands cadres dans lesquels les collectivités territoriales peuvent s'inscrire. Les programmes bilatéraux, il en existe environ une 50aine, et dans ce cadre, il y a parfois des appels à propositions lancés pour l'appui à la décentralisation, l'amélioration des services de base dans lesquels les collectivités territoriales européennes peuvent être partenaires. Les programmes régionaux, par exemple, programme Urban 3, Asia ou Quidal. Les programmes thématiques, notamment le nouveau programme Acteurs non étatiques et autorités locales dans la coopération du développement, qui vise principalement à soutenir les projets de développement proposés ou conduits par des organisations de la société civile et des autorités locales dans les pays partenaires. Alors, je vais vous donner maintenant la liste des villes jumelées France-Maroc et accords de coopération. Alors, Aix-en-Provence avec Oujda, Aix-les-Bains avec Moulay-Yacoub, Bédargueux avec Ouarzazate, Belfeur avec Mohamedia, Betz avec Skirat, Lostain avec Sefrou, Bondy avec Berkane, Bordeaux avec Casablanca, Bédargueux avec Ouarzazate, Cannes avec Kémissat, Clermont-Ferrand avec Marrakech, Côte-Bec des Elbeuf avec Dadès Souk El Kémis, Dreux avec Kémissat, Florac avec Médiar, Hérouville avec Afir, Jouy-le-Moutier avec Oujda, Lille avec Oujda aussi, La Selle-Saint-Cloud avec Sétat, La Rochelle avec les Saouira, La Rochelle et Saouira, Le Havre Kémissat, Lyon Agadir, Montauban Kémissat, Marseille Kémissac, Marseille Marrakech, Maubeuge Ouarzazate, Metz avec Tanger, Montereau-Faux-Lyon avec Safi, Montpellier avec Fès, ça faisait rien. Moulins-Tanger, Nantes-Agadir, alors Nîmes est jumelé à la fois avec Meknès et Oujda, Perpignan avec Berkane, Romans-sur-Isère avec Taroudan, Saint-Denis avec Tanger, Saint-Germain-en-Laye avec Témara, Saint-Étienne avec Fès, Saint-Malo avec Essaouira, Stein avec Fidwick, Strasbourg, Fidwick, Strasbourg avec Fès, Sète avec El Jadida, Sévran avec Oujda, Toulon avec Kémissat, Tours avec Marrakech et avec Sétat, Vierzon avec El Jadida. Voilà, le partenariat. Donc ça veut dire que... Le partenariat entre Bergerac et Télécra sera un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Et puis c'est une première. Voilà. Voilà. Alors, je présente brièvement, si nous avons la chance d'avoir ici ce soir une délégation du conseil municipal de Kénitra, conduite par monsieur le vice-président Ahmed Ikri, qui est ici à ma gauche,
un autre vice-président. Le vice-président, le maire au Maroc s'appelle le président. Et les adjoints s'appellent des vice-présidents. Voilà. Monsieur Ahmed Etadlaoui, qui est également vice-président, et monsieur Mohamed El Arfaoui, qui lui est conseiller municipal. Voilà. Donc, je vais vous laisser peut-être, si vous souhaitez, dire quelques mots. Je crois que monsieur Hamid Etadlaoui souhaite nous parler plus largement de Kénitra et de nous expliquer. Tenez, je vais vous donner un micro. Je vais vous donner un micro. Ça sera un peu ici. Ah bon, alors c'est bien. Voilà. Avant de commencer, je voudrais, monsieur le maire, à travers vous, à travers monsieur Ben Fadoul et madame Rizlan, présenter mes vifs remerciements pour tous les membres de la nef de Bergerac pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé dès notre arrivée ici à Bergerac. Et notre présence, comme vous l'avez bien souligné, entre dans le cadre d'une signature d'une convention de coopération dont j'en suis convaincu qu'elle sera gagnant-gagnant, c'est-à-dire B2B, et nous avons beaucoup de domaines à défricher quant à la conclusion et à la réalisation des différentes clauses de cette convention de coopération. Et les modes de financement sont nombreux, il faut seulement aller les chercher pour y aboutir. Donc la présentation de potentialité de la région du Gharb Shrabab Nihsen, qui est une région qui est composée de 3 provinces, Kénitra, Sidi Khassam et Sidi Slimane, et je m'en réjouis de savoir que la plus grande partie des ressortissants, des Marocains qui habitent Bergerac appartiennent à la province de Sidi Slimane. Donc ma présentation, il sera axée sur 4 volets, à savoir une présentation générale, puis ressources et potentialités de la région, les principaux secteurs économiques de la région et les stratégies sectorielles et leurs effets d'entraînement. Tous ces volets, bien sûr, s'articulent autour de 3 composantes, voire même 3 grands projets structurants qui viennent d'être lancés par Sa Majesté le Roi, à savoir la P2I, la plateforme industrielle intégrée. Je vais vous en parler tout à l'heure de cette plateforme qui a fait beaucoup de bien à l'économie et à l'emploi à Kénitra. Il y a le deuxième volet structurant, c'est la gare TGV. C'est une gare qui abritera les trains à grande vitesse. Et pour votre information, Tanger-Kénitra, qui se fait maintenant en 2h30, va se faire en 45 minutes seulement. Donc la gare TGV de Kénitra, il sera bâti sur un terrain de 16 hectares. 16 hectares où il sera bâti bien sûr des hôtels, des malls et beaucoup d'entreprises de services. La troisième composante, ou le troisième projet structurant bien sûr, c'est celui de la construction du grand port atlantique ou le port maritime. Kénitra maintenant dispose d'un port fluvial, mais c'était sur initiative du port Lyoté. Et quand il a bâti Kénitra, il a dit ce port
Kénitra et le don de ce port, et c'était en 1912. Il a connu beaucoup de succès. Il est arrivé à atteindre un trafic de 1 million de tonnes par an. Malheureusement, aujourd'hui, il connaît un petit peu une dégradation au trafic, et il va être transformé en un port de plaisance et une marina. Donc là, comme vous voyez sur le slide, la région du Rab Sharta Ben Hussein est située au nord-ouest du Maroc. Là, vous voyez la tache verte. Elle couvre une superficie de 7805 km, soit 1,2% de la superficie totale du Maroc. La région se situe entre deux axes stratégiques du territoire national, l'axe Tanger-Agadir, c'est-à-dire du sud au nord, passant par Rabat, la capitale, et Casablanca, la métropole et le poumon économique du Maroc, puis l'axe Rabat-Oujda, de l'ouest au nord, passant à travers Fès et Meknès, deux villes impériales très connues par les Français. Ce positionnement stratégique lui procure la vocation d'une région relais qui lui permettant de bénéficier d'un réseau de communication développé, à savoir autoroutes, ports et voies ferrées. Et pour information, le port méditerranéen de Tanger, il est à 1h30 de Kénitra. L'aéroport de Rabat, il est à 20 minutes, et l'aéroport de Casablanca, il est à 1h30. Donc c'est pour vous montrer la position stratégique dont bénéficie la ville de Kénitra. Comme je viens de vous le dire, 3 provinces composent la région, dans la province de Kénitra, qui, bien sûr, qui a un conseil municipal composé de 59 membres, dont nous-mêmes. La population totale, elle est de 1,8%. Ça, c'est une estimation, 1,1 million d'habitants, bien sûr. Ça, c'est une estimation de 2010, mais le recensement qui a été fait en 2014 montre que la population, elle est à 2,2 millions actuellement. 60,3% de la population est âgée entre 15 et 59 ans, donc une population relativement jeune. Le nombre de ménages, il est de 326 000 ménages, soit 5,7% du total national. Le taux d'urbanisation est de 43,5%, une densité de 211 habitants par kilomètre carré, avec de fortes disparités entre les provinces. Une forte concentration de la population dans la province de Kénitra et un taux d'activité de 59,1%. Quant aux ressources de la région, donc il bénéficie, le relief de la région est très diversifié, une immense et riche plaine couvrant 4200 km, un littoral de 140 km et une forêt qui s'étend sur 133 500 hectares. Et ça, que ce soit le littoral ou la forêt, ils font la richesse de Kénitra. La région totalise 7% de la surface aménagée urbaine nationale, avec une superficie de 576 000 hectares. Et la plaine est constituée d'une gamme variée de sols favorables, soit aux cultures industrielles, telles la canne à sucre, les betteraves et le tournesol, à la céréaliculture et le maraîchage, à l'arachide et les cultures sous-abri, telles les bananiers et les fraisiers. Et aujourd'hui, on a commencé à produire les myrtilles et qui sont destinés en totalité à l'exportation. Donc
la région dispose bien sûr d'une façade maritime, comme je vous l'ai dit, c'est un littoral de 140 km², avec un kilomètre linéaire abritant deux plus importantes zones humides, à savoir la mer Jazdaga et le lac de Sidi Bourava, qui se trouve à Kinitra. Le littoral permet à la région la région du Rab Sharada de dynamiser son économie et de diversifier ses activités à travers deux principaux créneaux porteurs, à savoir le tourisme balnéaire, adossé aux deux stations, Mehdia et Moulay Bouslem, et puis la pêche maritime. Quant à la forêt, il s'étend sur une superficie de 133 500 hectares et participe à la création de la richesse à travers l'industrie, la transformation du bois et du liège. Kinitra abritait la plus grande unité de la fabrication de la pâte à papier en Afrique. Le tourisme, il y a l'organisation des randonnées. Quant à l'agriculture, c'est essentiellement le pâturage et l'agriculture. Là, c'est le point fort de la ville de Kinitra et sa région, c'est la réserve hydrique ou les réserves hydrauliques, que ce soit par sa nappe phréatique ou par ses barrages. La région constitue la plus forte concentration des barrages du royaume, dont les plus importants sont barrage de Ouahda, barrage Driss premier et barrage Oued el-Makhazi. Quant à l'industrie portuaire, Kinitra abrite l'unique port fluvial du pays qui se situe sur l'Oued-Sbou. Vous voyez à gauche, c'est la structure du port. C'est ce port-là qui va être transformé en marina et en port de plaisance. Et puis, il y a les zones industrielles. On en compte 5 zones à Kinitra, d'une superficie globale de 246 hectares, comprenant 403 lots, et une zone à Sidi Kazem composée de 70 lots destinés pour la grande industrie et 241 lots destinés pour les jeunes entrepreneurs. J'arrive à le premier projet structurant dont je vous ai parlé au départ, c'est la plateforme industrielle intégrée. C'est une zone industrielle de nouvelle génération qui a été inaugurée par Sa Majesté en 2010 et qui devait abriter les grandes sociétés, moi je ne veux pas dire les sociétés délocalisées, mais décolocalisées, qui viennent de différents pays. Et l'objectif était d'atteindre à l'horizon 2000 20 000 emplois. Nous sommes en 2015, le taux d'emplissage est encore à 9%, il n'y en a que 9 entités qui sont installées, sachant que la zone a été viabilisée et a été réceptionnée en 2013. Il y a 2 ans, 8 grandes entreprises ont été implantées dans la zone, et nous sommes en 2015 et nous avons atteint le nombre de 15 000 emplois. C'est-à-dire que nous sommes à 75 ou à 80% de l'objectif qui est fixé en l'an 2000. La zone, il abrite seulement les sociétés extraverties, c'est-à-dire qui ont une activité tournée vers l'exportation à 85%. La superficie elle est de 350 hectares, 200 hectares de zone franche d'exportation et 150 hectares d'une zone libre, c'est-à-dire une zone industrielle comme toutes les autres zones, ne bénéficiant bien sûr pas d'avantages dont bénéficie la zone franche. L'investissement il est de 1,2 milliard de dirhams, l'emploi
direct entre 15 000 et 25 000 emplois, et l'emploi indirect, il est de 20 000. Donc la zone franche, et c'est une zone dédiée aux entreprises, comme je vous ai dit, dont au moins 85% de sa production soit destinée à l'exportation. Les avantages. Voilà les avantages que l'État offre aux entreprises qui sont implantées dans la zone franche. Les entreprises installées dans la zone franche ont une série de bénéfices fiscaux douaniers. 1. Les impôts sur les sociétés, ils payent 0% pendant les 5 premières années de leur activité. 8,75% sur les 20 années suivantes et 17,7% indéfiniment selon le régime général d'exportation. Quant à la taxe professionnelle, elle est exonérée pendant 15 ans. Libre rapatriement des bénéfices et des capitaux. C'est-à-dire que si la société décide de retourner dans le pays d'origine, il pourra rapatrier aussi bien son capital que ses bénéfices sans aucune restriction. Et puis il y a l'exonération de la TVA sur les marchandises. Quant aux avantages douaniers, l'exonération des droits de douane et simplification des procédures douanières. S'agissant de la zone libre, il est d'une superficie de 150 hectares et il commence à être active et aussi, maintenant il y a plus d'une vingtaine de demandes pour l'implantation et les principaux secteurs sont l'agriculture. Voilà, vous allez voir les différentes productions de la ville. Et les pourcentages, malheureusement, je peux vous dire que le riz il est produit à 100% à Kénitra, les artichauts à 100% aussi, les oléagineux à 100%, il y a la tomate et les poivres qui sont à 75%. Je passe donc la production animale, j'en passe pour ne pas être un petit peu lourd, la pêche. Les industries qui existent, c'est beaucoup plus l'industrie agroalimentaire. Vous voyez, il y a le poisson conserve, il y a les jus, le lait, le riz, le blé, donc différentes denrées qui appartiennent au secteur agroalimentaire. Il y a le papier, donc nous sommes le premier producteur du papier au Maroc. Et puis, il y a la production de l'énergie et les tapis, bien sûr, dans l'artisanat. Et ceci est résumé dans les principaux produits de l'industrie de la région. En agroalimentaire, il y a le sucre, l'agar-agar, c'est pour les produits cosmétiques. C'est la seule société qui transforme l'agar-agar se trouve aussi à Kénitra. Il y a les anchois. Et les anchois c'est une société française, c'est la Monégasque. Huile d'olive, le riz et le jus de fruits. En matière de secteur chimie et parachimie, il y a le papier, les carreaux, les produits sanitaires, la construction métallique, les câbles pour automobiles, les cartes électroniques pour les avions, et puis textile et cuir, il y a le tissu, cuir, tapis et ouate. La contribution, ce sont des indicateurs économiques, beaucoup plus, je dirais, des indices ou des agrégats. Le nombre d'entreprises, seulement je parle de la ville de Kénitra, représente 3% de l'effectif national. Il contribue à 2% de la production, 3% à l'exportation. Et la valeur ajoutée, ça c'était de 2014, mais de 2015, il est estimé à 4%. Les stratégies sectorielles, maintenant, ce sont les petites niches dont on peut, où le potentiel d'investissement est possible. Le secteur agricole avec le plan vert, c'est un plan national, le plan vert Maroc. Le secteur industriel avec le plan émergence. Le secteur de la pêche avec le plan Ibhar. Et le secteur tourisme avec le plan Biladi.
Et ces plans, ce sont des plans qui sont des plans nationaux et qui représentent la politique du gouvernement en matière de développement de ce secteur. Les opportunités identifiées, ils concernent 8 filières: l'arboriculture, les fruits et légumes, les cultures sucrières, les céréales, la filière lait, l'olivier, les viandes et l'apiculture. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je remercie beaucoup M. Hamid Tadlaoui de cette présentation très complète de Kénitra et de sa région. Je précise qu'outre ses fonctions municipales, M. Hamid Tadlaoui est le directeur de la Chambre de commerce de Kénitra. Voilà. Et M. Ahmed Ibkri est plus davantage spécialiste des problèmes de culture, la culture et le sport. Il est ceinture noire de judo 3e dan. Voilà. Et M. Mohamed El Arfaoui suit davantage ce qui concerne l'urbanisme, l'environnement et l'argent, les finances. Les finances. Voilà. Voilà, merci. Alors, on va peut-être délibérer, parce qu'on doit délibérer, donc on va vous demander de bien vouloir permettre au conseil municipal de délibérer, et puis on vous rappellera, bien évidemment. Ah oui, on prendra des photos. Oui. Après, oui. Oui, on peut prendre des photos du conseil. Voilà, alors, mesdames, messieurs, je crois qu'on vous a un peu expliqué quels sont les enjeux de cet accord de coopération. Donc, je sais, ceux qui souhaitent s'exprimer ont la possibilité de le faire. Monsieur Gallon. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, en préambule, sachez que ni Robert Richard, ni moi-même, ni même le Front National que nous représentons ne sommes opposés par principe à ce jumelage. Que les belles âmes qui voulaient se servir de ce débat pour nous affubler d'une étiquette raciste mangent leur chapeau. En effet, le Maroc est un pays ami de la France et son roi est loin d'être un fondamentaliste islamiste, tout en étant le commandeur des croyants. La seule question que nous vous posons, monsieur le maire, c'est celle du financement et entrée à ce jumelage. C'est en fonction de votre réponse sur le budget annuel que cela représente que nous déciderons de notre vote, qui sera soit positif, soit abstention. Alors, sur le financement, je voudrais dire très simplement, nous avons une politique de jumelage, à la fois avec l'Italie. Ceux qui suivent depuis de nombreuses années les échanges avec l'Italie savent que le coût pour la collectivité est quand même très faible et que la plupart du temps, les échanges sont assurés, se font à la charge de ceux qui y participent, et que donc c'est des échanges qui ont un coût très très faible. L'échange avec le Québec, avec Repentigny, l'essentiel c'est les échanges de jeunes. On a des jeunes qui vont chaque année travailler à Québec et des jeunes de Québec qui viennent à Repentigny. Je dirais que c'est à peu près le seul coût significatif qu'il y ait dans cet échange. Nous sommes également en dialogue avec une ville polonaise, Ostrów Wielkopolski, j'espère, parce qu'on a eu des changements de municipalités successives qui obligent chaque fois à reprendre le dialogue, mais on a quand même le dialogue à peu près avec les municipalités successives. Je dirais que pour l'instant, ça n'a jamais pratiquement rien coûté à la ville de Bergerac. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cet échange, d'abord, les contacts qu'on a eus, on est allé nous-mêmes à Kénitra à l'occasion de voyages privés, donc de déplacements privés, donc ça n'a pas eu de coût pour la ville. Je veux dire, les coûts d'échange sont vraiment très très faibles. Nous faisons en sorte, ce qu'il faut se rendre compte que dans ces jumelages, ce qui compte surtout, c'est le développement d'échanges qui se font un petit peu spontanément entre les différents acteurs. Alors si on veut ajouter une des dimensions qui nous paraît très intéressante, c'est les échanges de jeunes, c'est vrai qu'il faudra à ce moment-là mettre un petit peu de moyens, mais ça se fera aussi dans les deux sens. Donc je dirais, la politique de jumelage,
c'est vraiment pas un poste budgétaire très très élevé. Je dirais que cette année, le poste budgétaire échange, il est de l'ordre de 2 000 euros. Hein. Alors il y a les comités de jumelage qu'on soutient aussi, mais qu'on soutient quand même là aussi modestement. Je dirais que nos échanges en matière de jumelage, ils se sont faits beaucoup dans un cadre associatif. Voilà. Qui souhaite encore s'exprimer? Oui. Bien. Alors écoutez, je vais mettre au voix donc la délibération qui nous permettant d'approuver la signature de ce protocole de coopération. Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Voilà. Écoutez, nous en sommes très très heureux et nous allons pouvoir l'annoncer à nos visiteurs. Non. Pas de sous-secrétaire du CESAS. Marc Léturgie est désigné a posteriori secrétaire de séance. Voilà. Donc il sera chargé. Mais non, mais c'est l'ordre du tableau. Voilà. Bien, voilà, je voulais vous dire que la délibération avait été approuvée à l'unanimité. Voilà. Et que tout le monde se félicite de cet accord de coopération. Que tout le monde est attaché à la relation et à l'amitié franco-marocaine. Donc on va peut-être passer à la signature. Je vais peut-être demander à M. Ahmed Ikri de m'accompagner, Ikri. Et puis si vous souhaitez... Oui, monsieur. Non, juste pour vous dire que le ministre qui est le maire de la ville de Kénitra, le ministre de l'équipement et des transports, nous a demandé de vous adresser ses salutations chaleureuses. Il était vraiment fervent, il était enthousiaste à cette coopération, il voulait même être présent parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, ses engagements avec Sa Majesté le Roi dans sa visite en Afrique l'a empêché, mais il aura l'occasion bien sûr de venir rendre visite. Merci. Monsieur le vice-président, quand nous sommes allés au mois de janvier à Kénitra, nous avons aussi, à l'initiative d'Adib Ben Fedoul, rencontré votre maire, donc également au ministère de l'Équipement et des Transports. Je veux dire, c'est un homme qui a une très forte personnalité et un très grand enthousiasme, et que nous serons heureux aussi de l'accueillir quand il en aura la possibilité ici à Bergerac, et peut-être par une ligne aérienne Rabat-Bergerac. Voilà, je faciliterai grandement les choses. Voilà, merci. Vous le remercierez bien sûr de son message et vous lui adressez un message de très grande sympathie de notre part. Merci. On va essayer. Ah oui. On va signer face au public. Hein. Voilà. Et si vous voulez vous approcher, vous pouvez. Hein. Pardon, souriez, oui. Voilà. Si. Alors, on va engager ces jeux partout, il y a des petits...
Daniel Garrigue, c'est là. Ah ben oui, c'est vrai. C'est dans le... Ah non, il faut que je signe dans ce sens. Hein? Non, mais il faut que je signe aussi de droite à gauche. Là, c'est bien plus compliqué. Alors, on va échanger. On a encore cela, je pense. Je vais mettre ce qu'on a signé déjà. Merci beaucoup. Bravo. À la marocaine. Exactement. Logo, voilà, un pont et un signe. Et un signe. Parce que Kémitra est une ville où il y a beaucoup de signes partout dans les... au-dessus sur les toits. Merci. Merci. Bon, mais écoutez, il faut dire que la séance est levée. Pardon, monsieur. Pardon. Kémitra veut dire petit pont, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Messieurs, la séance est levée. Merci. Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie.